Donc merci pour cette invitation. Donc effectivement, on m'a demandé de traiter un double sujet, de vous présenter les nouvelles recommandations et puis les données récentes. Alors forcément, j'ai fait un choix, vous allez voir, parce que sur les pneumonies, il y a des publications nombreuses chaque année, donc il faut forcément faire des choix, mais on pourra discuter de certains points, si vous le voulez, à la fin du diaporama. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt sur le sujet. Donc comme je vous l'ai dit, je vais présenter deux choses, les recommandations et puis les nouvelles données. J'ai un peu inversé le titre parce qu'il me paraissait plus logique de présenter les nouvelles recommandations et de dire ce qui peut-être dans les années à venir va permettre d'affiner les recommandations qui aujourd'hui ont des faibles évidences. On va procéder de façon méthodique avec stratégie diagnostique, traitement, prévention et surveillance. Alors, les nouvelles recommandations, c'est un peu tout ce que tout le monde attend. Vous savez qu'elles ont été publiées pour le management des malades qui ont des pneumonies récemment par les sociétés américaines, sous l'égide de l'IDSA dans CID l'année dernière. Et puis, on attend le texte des recommandations européennes. Je vais quand même vous présenter quelques données sur les recommandations européennes. Elles ne sont pas publiées, mais elles ont été présentées à un congrès récemment. Donc, on a quand même quelques notions. Alors, j'ai choisi quelques points dans ces recommandations parce que, d'abord, je n'ai pas les textes européens et puis pour pouvoir comparer, il fallait choisir que quelques points parce qu'elles ne traitent pas toutes les mêmes questions. Déjà, quelle est la méthode diagnostique à utiliser pour les patients qui ont une pneumonie acquise sous ventilation mécanique? Et vous voyez que les deux continents, l'Europe et les États-Unis, ne sont pas forcément d'accord, puisque les Européens suggèrent de faire un prélèvement distal avec une culture quantitative, tandis que les Américains suggèrent de faire un prélèvement non invasif avec une culture semi-quantitative. Donc une énorme différence, et pourtant vous voyez qu'ils ont coté l'évidence, Base Medicine, de la même façon, avec une faible évidence. Alors il faut faire attention parce que c'est de la méthode grade, donc suggérer, c'est pas de la recommandation très très forte. On a le droit de faire comme ça, on a plutôt le devoir de faire comme ça, mais ce n'est pas spécifiquement une recommandation. Alors, si ça veut bien passer. Alors, le traitement. Le traitement, évidemment, on a tous envie de savoir ce qu'ils ont préconisé pour le traitement empirique. Malheureusement, et peut-être qu'on pourra en discuter, il y aura sûrement quelques experts d'ailleurs qui ont participé dans la salle, j'ai trouvé le texte des recommandations américaines extrêmement indigeste, extrêmement lourd, beaucoup de paragraphes. D'ailleurs, ils se sont bien gardés de faire un algorithme comme c'était fait auparavant dans les recommandations de 2005. Donc, j'ai essayé de vous le tracer pour être un petit peu plus didactique. Alors, toujours une précaution, c'est que les recommandations européennes, le texte n'est pas paru. Donc les Européens, ils ont réfléchi comment? Ils ont réfléchi en se disant qu'il y avait des pneumonies qui étaient précoces, ici, early, et des pneumonies qui étaient tardives. Alors pour les pneumonies tardives, a priori, ça ne va pas changer grand-chose. Il va falloir mettre un traitement à large spectre, de façon à couvrir le staphylocoque doré, le Pseudomonas aeruginosa et d'autres bactéries gram-négatifs. Et on couvre le staphylocoque doré résistant que si on a une prévalence dans son unité avec un cut-off qui est supérieur à 25%. Vous allez voir que les cut-offs, il y en a partout, c'est jamais exactement les mêmes. Il ne ferme pas la porte à une monothérapie, mais il faudra voir les études prospectives ensuite, parce que je ne sais pas quels malades on va pouvoir mettre dans cette case. Donc c'est des malades qui ont une pneumonie tardive, qui n'ont pas de choc septique et qui sont hospitalisés dans un service où il y aurait un taux de résistance à l'antibiotique qu'on veut mettre qui est inférieur à 5%. Donc il ne ferme pas la porte, mais un petit groupe de malades possiblement. Pour les pneumonies précoces, on va les traiter comme les pneumonies tardives, sauf si ces patients n'ont pas de choc septique, n'ont pas d'antibiotiques préalables, n'ont pas de colonisation préalable, et en plus si on se trouve dans une unité où le taux de résistance là aussi est faible, c'est-à-dire pour eux inférieur à 25%. Dans ces cas-là, on peut mettre une antibiothérapie un peu plus light, amox acylclavulanique ou céphalosporine de 3e génération. Les Américains ont procédé différemment. Vous savez qu'on ne fait plus la distinction entre VAP et pneumonie non ventilée. Donc il faut couvrir de la même façon le staph doré, le Pseudomonas aeruginosa, les bacilles gram-négatifs. Alors quand est-ce qu'on va couvrir le staph doré résistant? Eh bien là, vous voyez que les cut-offs ne sont pas exactement pareils. Quand on a une prévalence dans son service de 10-20% ou quand on a un facteur de risque de staph doré. Alors le problème, c'est que dans ces recommandations, les facteurs de risque, ils sont extrêmement vastes. Ils mélangent un peu facteurs de risque d'acquisition, facteurs de gravité et même parfois comorbidité. Et j'ai eu du mal à voir quel malade n'allait pas avoir empiriquement soit du linezolide, soit de la vancomycine, qui dans ces recommandations sur le même plan.
Des bacilles à Gram négatifs, comment on fait pour savoir quel traitement on va mettre? L'ampli ne ferme pas la porte à une monothérapie, à condition qu'on ait un taux de résistance à l'antibiotique qu'on va mettre dans son service inférieur à 10% ou qu'on n'ait pas de facteurs de risque. Et là encore, les facteurs de risque sont tellement nombreux que j'ai eu du mal à voir quel patient allait bénéficier d'une monothérapie. Sinon, c'est la fameuse combinaison que vous connaissez tous, qui prend en compte le pseudomonas. Et dans ces recommandations, contrairement à des recommandations françaises, il faut éviter à tout prix d'utiliser des aminoglycosides. Troisième question qui est intéressante et qu'on pouvait comparer avec en tout cas les données que j'avais, c'est le timing, le temps de traitement. Alors on a l'impression comme ça en regardant de loin, c'est exactement le même temps de traitement, 7 jours, et en fait, vous voyez que les Européens suggèrent 7 ou 8 jours et les Américains recommandent 7 ou 7 jours. Donc ça s'impose finalement aux Américains, mais les Européens n'ont pas franchement tranché la question. Alors ça, c'était les recommandations pour la prise en charge des malades. Qu'est-ce qu'il en est des recommandations des préventions? Elles sont parues un petit peu plus longtemps, 2014. Elles sont pour moi, en tout cas, parce que peut-être je connais mieux, un peu plus lisibles. Ils ont divisé ça en pratiques de base. Vous voyez que c'est assez classique. Il y a une haute évidence pour utiliser de la VNI dans les populations sélectionnées, d'arrêter les sédations, de sevrer le malade correctement, de ne pas changer systématiquement le circuit du ventilateur. C'est des choses qui étaient déjà recommandées en France. Dans les approches spécifiques, ne sort en haute évidence que la SDD ou la SOD. Vous voyez que par exemple, brosser les dents, c'est pas préconisé. Utiliser du contrôle automatique de la pression, ça n'est pas préconisé non plus, puisqu'il y a un faible niveau d'évidence. Une recommandation qui est ne pas faire, la trachéotomie précoce, en tout cas pour prévenir les pneumonies, ça n'est pas intéressant. Ils considèrent qu'il y a un haut niveau de preuve pour ça. Les recommandations pour la surveillance. Alors, ce n'est pas tout à fait des recommandations, c'est un espèce de concept qui a émergé en 2013. Et ils ont fait beaucoup de forcing, les Américains, enfin c'est plutôt des Nord-Américains, pour publier ça dans plusieurs journaux. Parce que, vous le savez, aux États-Unis, il y a un certain nombre de services qui aujourd'hui déclarent 0 pneumonie par an. Vous savez très bien que c'est complètement impossible. Alors, pour passer outre ce problème, ils ont inventé un concept qui s'appelle la complication acquise sous ventilation mécanique. C'est un peu compliqué quand on regarde cet algorithme, mais je vous l'ai mis sous forme de schéma. Qu'est-ce que c'est qu'une complication? C'est un patient qui est intubé. Au bout d'un certain temps, il se stabilise de sa maladie initiale. On peut stabiliser la FiO2, la PEP, voire la baisser. Ça pendant au moins consécutivement 2 jours. Et puis s'il se réaggrave, qu'on augmente la PEP ou qu'on augmente la FiO2, eh bien ces 4 jours définissent une complication sous ventilation mécanique. Si en plus il a de l'inflammation et on lui met des antibiotiques, eh bien on peut dire que c'est une complication liée à une possible infection, pas forcément une pneumonie. Donc si on dessine ça sous une autre forme, vous voyez que les complications, eh bien c'est un screening assez large de problèmes qui arrivent aux patients, un screening un petit peu moins large de problèmes qui est lié à de l'infection éventuellement, et puis éventuellement si on a prélevé le malade et qu'on a des résultats microbiologiques, on peut peut-être dire qu'il a une probable pneumonie. On va revenir à la fin sur la valeur de ce concept. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir pour pouvoir affiner ces recommandations qui reposent quand même si les publications sont nombreuses, dans les années à venir? Pour le diagnostic, les recommandations parlent assez peu finalement de comment on screen les malades, qui on va prélever. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? L'échographie. L'échographie, ça a le vent en poupe un peu dans tous les domaines de la réanimation. Et il y a cette étude qui est parue en 2014, qui regardait 100 malades qui avaient une pneumonie confirmée microbiologiquement, 100 malades sans pneumonie. Ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ils ont modifié un peu le CPIS et ils ont remplacé les infiltrats qu'on voit à la radio de thorax avec les infiltrats à l'échographie. Ils ont donc suivi les malades et on voit que si on trace des courbes ROC avec l'air sous la courbe ici, que ce score avec l'échographie est bien meilleur que le score CPIS, voire que la procalcitonine où finalement sa valeur c'est à peu près la pièce de monnaie, en tout cas pour le diagnostic. Les nouvelles données pour comment on va aussi screener les malades. Et là, il y a plein de choses. J'ai évidemment choisi celle-là parce qu'il y a plein de publications. Il est probable qu'on peut screener les malades qui ont peut-être une pneumonie en regardant ce qu'ils exhalent dans leur air. Et on va regarder les COV, les composés organiques volatiles. Vous connaissez tous ça. On en parle beaucoup. C'est ce que vous avez dans vos appartements, dans vos maisons, ce qui est produit par la peinture, le bois, les cols, etc. Et c'est très toxique. Et on peut regarder ça parce que les bactéries produisent également des COV. Alors c'est assez simple, on met ça sur le ventilateur du malade, sur le circuit expiratoire, ça s'appelle un nez électronique, et ça va détecter les odeurs et les flaveurs. Les flaveurs, scientifiquement, c'est ce que nous, on détecte, humains et les animaux, par la bouche et pas par le nez. Donc on détecte avec cette méthode les deux choses.
Donc on regarde ici des patients qui ont de la pneumonie, hein, vous voyez le 0 là, et on voit que le signal électronique, du nez électronique change, hein, il augmente, et puis quand le malade est traité, ça diminue. Puis le patient qui n'a pas de pneumonie, ce signal a l'air stable. Alors étonnamment, la courbe du signal n'est pas extrêmement intéressante, c'est surtout le temps, à un temps donné que ce signal est intéressant, et si on coupe au CPIS ici, vous voyez que la valeur de l'air sous la courbe, elle est immense, 0,94, ça devient quand même extrêmement bon pour distinguer les malades qui ont des pneumonies et pas de pneumonie. Le traitement, eh bien, probablement qu'il va falloir essayer de trouver, il n'y en a pas dans ces recommandations-là, la place pour les nouveaux traitements. Vous savez qu'il y a quand même quelques nouvelles molécules qui sont utilisées. Et puis, de savoir comment on fait pour traiter bien les malades. Parce qu'il ne suffit pas encore de mettre des médicaments empiriques, il faut les traiter bien. Vous avez peut-être sûrement vu passer cette étude, la DALI Study, qui montre que les malades sont en réanimation, alors pas que pour les pneumonies, pas très bien traités. Là, c'est l'intervalle entre 2 doses. Il y a beaucoup déjà de malades qui sont mal traités. Le cut-off, c'est 1 avec le ratio qu'ils ont utilisé. Et puis, juste avant la dose suivante, vous voyez qu'il y a beaucoup de malades qui sont pas très bien traités. La prévention, alors la prévention, j'ai fait un choix parce que ça m'a paru dans tout ce qui sort assez intéressant et que ça a du sens. Ça a du sens parce que vous avez peut-être vu paraître une étude dans le JAMA, étude contrôlée randomisée dans un seul centre où ils font de la stratégie restrictive de la saturation et de la PO2 des malades. C'est-à-dire qu'ils contrôlent la saturation et la PO2 des malades, 80 mm de mercure, la SAT pas au-dessus de 94. Et cette étude a été arrêtée précocement parce que la mortalité était plus importante dans le groupe où on n'utilisait pas une stratégie restrictive. Alors l'équipe de Lille avec San NCR ici, a regardé ce qui se passait sur les pneumonies. C'est pour ça que je pense que ça fait du sens. J'ai regardé les patients. Alors le cut-off n'était pas le même. C'est un jour d'hyperoxémie dans cette étude, c'est 120 mm de mercure si je ne me trompe pas. Et on voit bien que plus le patient passe de jours en hyperoxémie et plus il y a de pneumonie. Donc il y a une association. Et en analyse multivariée, il y a un hasard ratio. Alors il y a différents modèles dans cette étude, mais qui est quand même relativement élevé, 6,23. Et puis j'ai choisi celle-là parce qu'on se dit dans toutes ces mesures finalement qui sont plus ou moins recommandées, lesquelles je vais choisir. Et celle-là, elle est intéressante. Elle est parue en 2015 dans AGIR-CCM parce qu'elle utilise des modèles statistiques modernes et un modèle de Markov. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais un modèle de Markov, c'est un modèle qui permet de dire de tenir compte du malade qui passe dans différents stades. Un malade, c'est pas un malade intubé, puis extubé, puis qui sort. C'est un malade qui peut mourir. Donc s'il meurt, il n'a pas de pneumonie. C'est un malade qui peut sortir, revenir, être réintubé, etc. Donc ça prend en compte tout ça. Et puis ça prend aussi en compte la diminution des taux de pneumonie avec chacune des mesures de prévention. Donc ils ont déjà regardé quelle était la sonde la plus intéressante, puisque quand on intube un malade, c'est ça qui prévaut. Et bien la sonde la plus intéressante, c'est la sonde avec aspiration sous-glottique, qui est pourtant pas recommandante dans les recommandations américaines de 2014. C'est ce qui est le moins cher et le plus efficace. Et ensuite, ce qui est le plus efficace, c'est les probiotiques. Pourquoi ça coûte rien? Et probablement que ça a un petit effet quand même. Et ensuite, c'est d'associer plusieurs mesures préventives dans des bundles. Alors évidemment, dans cette étude, les bundles n'étaient pas forcément les mêmes. Donc si on fait sonde d'aspiration sous-glottique, probiotique, bundle, eh ben, on est le plus cost-effectif possible. Alors la surveillance. Alors, je vous ai parlé du fameux concept de VAC. Il y a maintenant des méta-analyses, puisqu'il y a un certain nombre de services qui ont regardé ce concept. Est-ce que ça mesure vraiment, ça a un lien vraiment avec les pneumonies acquises sous ventilation mécanique? Eh bien, oui, c'est un lien, mais quand même, l'air sous la courbe de ces VAC n'est pas très bon pour diagnostiquer des pneumonies, même si on prend les IVAC, qui sont les VAC avec association d'un CIRS et de traitement antibiotique. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter à la poubelle, ce concept? Probablement pas. C'est probablement un surrogate marqueur. On avait montré avec l'équipe d'Outcome Rea que c'était lié aussi à la consommation d'antibiotiques des services et fortement corrélé à la consommation d'antibiotiques des services. Et dans cette étude-là, il montre un autre phénomène, comme quoi c'est vraiment un surrogate marqueur. C'est une étude d'amélioration continue de la qualité. 20 services nord-américains ont fait du sevrage de la ventilation mécanique et de l'arrêt des sédations comme on devrait le faire. Alors il faut savoir, je ne vous ai pas mis la photo, mais que dans ces services, ils partaient de compliance à ces mesures assez basses. Ils améliorent la compliance à ces mesures et vous voyez qu'au cours du temps, ces événements respiratoires diminuent. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la pneumonie. Ça a été construit pour essayer de pallier aux défauts de gold standard de la pneumonie, mais ça marque quand même quelque chose, en tout cas l'événement chez le patient. Donc si on conclut,
Les recommandations, eh bien, elles sont parues, en tout cas pour les Américaines, sur les traitements. J'ai pas trouvé beaucoup de nouveautés. J'ai eu l'impression qu'on n'utiliserait pas beaucoup de monothérapie et qu'on nous incitait beaucoup à mettre des antibiotiques à large spectre. La prévention, les recommandations sont assez claires. La surveillance, c'est surtout un concept. Et qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir? J'espère que les stratégies diagnostiques vont s'améliorer, parce que si les stratégies diagnostiques, alors peut-être les COV s'améliorent, eh bien, on pourra faire un peu mieux de la surveillance et ça va résoudre beaucoup de problèmes. Il va falloir travailler sur le PKPD, parce que les malades sont vraisemblablement maltraités, et pourquoi pas des nouvelles stratégies de prévention comme la restriction de la PO2, enfin maintenir la PO2 à des niveaux raisonnables. Je vous remercie.